Bienvenue, merci d'être venus si nombreux à cette réunion publique qui marque le lancement de l'Atlas de la biodiversité communale sur la commune de Val-d'Étille. Je vais laisser Madame le maire quelques mots d'introduction. Bonsoir, merci pour votre présence, ça me fait vraiment plaisir. Je suis vraiment super contente de ce lancement parce que ça fait quelques années que le parc est créé. Ça fait quelques années que la commune perçoit une dotation de biodiversité. Et comme on est des bons élèves au conseil municipal, on s'est dit à quoi on affecte une dotation pour qu'elle fasse son travail. Donc on a eu pas mal d'échanges avec Romaric dans un premier temps, puis avec le parc, et ça a abouti à un super travail de Mathieu Delcan qui a répondu à l'appel à projet au titre de 2 communes, donc Colmiers-le-Haut et Val-d'Étille, qui fait qu'on a été retenu. Donc il y a une modeste participation de la commune et l'essentiel est porté par le parc avec plein de partenaires. J'ai un papier à la main, mais je vous rassure que ce n'est pas un long discours qui faut bien vous endormir pour ce début de soirée. Non, simplement parce que Val-d'Étille, vous êtes nombreux ici présents à le savoir, a une longue histoire de valorisation de sa richesse naturelle, de préservation. Et ça, en fait, c'est quand même essentiellement dû à des acteurs locaux qui ont fait un travail remarquable depuis des décennies. Il y a l'histoire de la réserve nationale qui est maintenant une porte d'entrée du parc national. Romaric qui est toujours le gestionnaire et a fait un travail remarquable. L'ONF ici représenté aussi a fait un boulot, enfin c'est pas l'ONF en fait, il faut le dire, c'est Jean-Jacques, notre chef du thé. On parle de la futée irrégulière, en fait on va dire la gestion de Jean-Jacques, parce que qui fait école, il y a une école de la futée irrégulière qui a vu le jour. Et il y a énormément de choses qui se sont pratiquées, donc outre cette réserve nationale, où vous le savez, donc il y a une réserve régionale des bois et pelouses de Villemoron, il y a un espace zone humide qui a reçu des mesures compensatoires GRT Gaz qui permet de faire une petite restauration au passage. La commune essaie de travailler aussi la maîtrise foncière, parce qu'on a acquis récemment une parcelle, il y avait des pivoines, une espèce endémique, et on se dit ce serait quand même dommage. Et on en a confié la gestion au conservatoire. Et le conseil municipal, sans vraiment de débat, vraiment, c'était évident immédiatement, a dit on signe un bail de 99 ans. C'est dire en fait la confiance qu'il y a avec les partenaires de la préservation, parce que réellement, Val-d'Étille, son histoire, sa richesse, ses patrimoines paysagers et ses ressources, ses patrimoines naturels, on en est très content. Et du coup, cet atlas, c'est à la fois peut-être récoller toutes ces données parce qu'elles sont très riches, mais encore faut-il y accéder. Si elles sont uniquement pour les super spécialistes qui les comprennent, en fait, elles ne servent à rien. Ce qu'il faut, c'est pouvoir les partager avec le plus grand nombre, parce que, en fait, je connais personne qui, s'il sait que ça existe et que ça a une valeur, a plaisir à le détruire. En fait, partager la connaissance, c'est aussi effectivement avoir des chances que ça dure, tout simplement. Donc merci à tous, et puis j'espère qu'on sera de plus en plus nombreux aux différentes animations pour pouvoir partager cet outil. Je vous laisse. Donc effectivement, l'objectif de cette réunion de lancement, c'est de vous présenter la démarche, qu'est-ce qu'un ABC, à qui ça profite, comment on a imaginé le déroulé du projet qui est, comme Madame le maire vient de le dire, qui est partenarial, collaboratif et aussi participatif. Je me présente dans un premier temps. Je suis Julie Lambré, chargée de mission biodiversité, et je suis la référente sur les atlas de la biodiversité communale. On a en renfort dans l'équipe sur les ABC. Voilà. Donc Marius Desjardins, qui est notre apprenti en BTS GPN à la maison familiale et rurale à Buxières-les-Villiers, et Loïc Bruit, qui est notre service civique sur les sciences participatives. Donc voilà, on a des renforts, et comme on l'a dit, c'est participatif. On a beaucoup d'acteurs qui sont impliqués dans ce projet, et je vais vous présenter ça tout de suite. Donc cette soirée est en 3 parties. Une présentation de la démarche. Ensuite, il y aura une présentation du programme d'animation sur la commune. Et enfin, il y aura une conférence sur les pollinisateurs sauvages avec l'intervention de Romaric pour engager les réflexions sur la biodiversité. Et entre deux, un petit intermède gustatif.
les ABC, les atlas de la biodiversité communale, ceux du parc s'inscrivent dans un programme qui a été initié en 2010, à l'origine par le ministère en charge de l'écologie, et qui a été repris depuis par l'Office français de la biodiversité. Donc il y a un site qui est dédié à la valorisation des ABC et donc au rendu. Donc c'est abc.naturefrance.fr. Et donc on voit aujourd'hui qu'il y a 847 ABC en cours en France. Et on voit sur le site les ABC de Val-d'Ety et Cogny-le-Haut qui sont en cours de réalisation. Donc les deux communes volontaires et sur lesquelles il y avait déjà, comme Madame le maire l'a dit, des actions très fortes et puis déjà des données et des partenaires impliqués. Donc comme c'est l'Office français de la biodiversité qui a repris le programme ABC, le parc a pu répondre à un appel à projet et donc les ABC aujourd'hui bénéficient du soutien financier de l'OFB. Donc un ABC, qu'est-ce que c'est? C'est un outil en fait qui permet de connaître, préserver et valoriser le patrimoine naturel d'un territoire, et c'est souvent à une échelle communale, voire intercommunale. Donc il a deux grands axes. C'est tout d'abord d'acquérir la connaissance sur la commune par le biais d'inventaires naturalistes de terrain. Et le deuxième axe important des atlas de la biodiversité communale, c'est vraiment de sensibiliser les habitants, mobiliser les citoyens dans cette démarche scientifique. Donc là, c'est des animations, des sorties, des sciences participatives que Loïc vous présentera tout à l'heure. Grâce à ces inventaires de terrain, l'objectif c'est d'aboutir à une synthèse, une cartographie des espèces et également de mettre en évidence les enjeux qu'il y a sur les territoires avec des espèces protégées, des espèces rares, et puis d'aboutir surtout à un plan d'action, de partager cette vision stratégique du territoire et donner des clés à la commune, une aide à la décision pour mettre en place des actions de protection sur la biodiversité. Donc il y a 3 rendus qui seront élaborés à la fin des ABC. Donc toutes les données naturalistes de terrain qui vont être collectées pendant 2 ans. À la commune sera rendue à la fin une cartographie des enjeux et également un livret pédagogique pour les habitants pour leur dire les espèces qui se trouvent à côté de chez eux. Et également un plan d'action avec des rapports et puis les annexes. Et le plus important, c'est évidemment les suites de l'ABC, c'est toute la mise en œuvre qui va être faite derrière à partir de ce plan d'action. Donc là, je vais vous présenter un petit peu le déroulement des ABC sur la commune de Val-d'Ety et de Cogny. Donc il y a 4 axes, comme vous l'avez compris, un axe sur la connaissance naturaliste, l'axe qui est sur la sensibilisation des publics, donc avec les animations et les sciences participatives, un axe qui est plutôt sur la communication, comme aujourd'hui, les réunions de lancement, les réunions, vous allez le voir, il y a des temps forts tout au long du programme pour valoriser les actions qui sont faites. Et pour que ce projet se passe bien, il y a également un axe de gouvernance, puisqu'il y a un comité technique qui est mis en place et qui permet d'orienter les actions tout au long de la vie du projet. Donc c'est un projet multipartenarial, il y a les acteurs qui sont impliqués, évidemment d'abord les élus. L'objectif c'est d'impliquer aussi les habitants et le grand public, les partenaires techniques naturalistes et d'autres acteurs du territoire, socio-professionnels ou économiques. Et le parc est là en tant que coordinateur et facilitateur de ce programme. Donc là, je vous ai mis ici les logos. Donc le conservatoire d'espaces naturels de Champagne-Ardenne, le conservatoire botanique national du bassin parisien, la fédération de pêche de Haute-Marne, la LPO. Donc ça, c'est pour les données de terrain. Et on a également l'ONF,
et l'Office français de la biodiversité, à la fois pour les données naturalistes et à la fois pour le volet sensibilisation, animation du public, ainsi que le CIN d'Aubry. Donc, je vous ai schématisé dans un beau tableau un peu le déroulé de ces ABC. Donc en fait, il y a 9 phases opérationnelles ici, comme on dit, hein, il y a les 9 actions. Donc vous voyez, ça s'étend, ça a commencé fin 2022, et ça s'étend jusqu'en 2024. Donc il y a une première étape qui est de réaliser une synthèse des données existantes. Je vais donc laisser la parole à Marius, qui s'occupe de cette partie. Donc, Vous m'entendez bien? Donc, moi, je me charge de la synthèse des données qu'on a, qui nous sont transmises par nos partenaires. Donc, le conservatoire, la LPO, pardon, l'ONF, l'OFB, etc. Donc, tous nos partenaires qui connaissent déjà bien le territoire nous envoient leur base de données pour qu'on puisse les compiler et en faire une cartographie qui nous permettra donc de connaître qu'est-ce qu'on a et qu'est-ce qu'on n'a pas, pour pouvoir savoir où aller, où intensifier les recherches et savoir quelles sont les vieilles bases de données auxquelles il serait sympa de refaire un tour pour connaître l'état des lieux. Et une fois que ça ce sera fait, on pourra faire un retour 2 fois durant les EPC qui vont pouvoir ensuite être finalisés pour avoir les résultats finaux. Voilà, c'est ça mon travail. Donc effectivement, une fois qu'on aura fait cette pré-synthèse qui est en cours, hein, ici on est janvier 2023, ça nous permettra de voir les secteurs qui manquent d'informations, parce qu'il y a des secteurs qu'on connaît bien, hein, forcément les réserves ont fait l'objet de différents suivis dans le temps, et donc ça nous permettra d'orienter les inventaires complémentaires qui auront lieu pendant la phase favorable à l'observation de la faune et de la flore en 2023 et en 2024. Ça nous permettra aussi d'orienter toutes les animations de terrain en fonction des espèces qu'on peut voir. Donc ensuite, il y a la partie animation du projet. Donc aujourd'hui, on a la réunion de lancement et il est prévu 2 événements importants, 2 fêtes de la nature, une en 2023 et une en 2024. On a fait le choix de commencer par Valdetti en 2023 pour cette fête de la nature. Donc vous pouvez déjà noter la date, c'est le 10 juin. C'est un samedi. Donc ce sera une journée avec plusieurs animations, plusieurs sorties en petits groupes. Donc on vous donnera toutes les précisions via la mailing list, c'est pour ça qu'on vous a demandé vos coordonnées. Et donc en 2024, il y aura une fête de la nature à Colmiers-le-Haut. À la fin des ABC, en 2024, l'objectif c'est qu'on fasse une réunion comme aujourd'hui pour vous présenter les résultats, les espèces qui se trouvent sur votre territoire, la nature qui vous entoure, et puis que vous sachiez la protéger, la valoriser. Je vais ensuite laisser la parole à Loïc pour vous présenter en fait les 3 axes qui sont en bleu ici. Il y a à la fois un programme d'animation grand public avec différentes sorties. Donc là, c'est pas le programme définitif, hein, c'était pour illustrer les différentes thématiques possibles. Il y a également des animations spécifiques avec des enquêtes. Donc ça, je vais laisser Louis vous le présenter tout de suite après. Et je poursuis juste sur ce tableau-là. Vous avez donc ensuite une synthèse des données qui vont être récoltées pendant les 2 années. Donc à la fois des données expertes, on va dire, par les structures qui font les inventaires, et à la fois des données grand public. Voilà, l'idée c'est qu'on forme les habitants à la reconnaissance des oiseaux, de la flore, de la faune, et qu'ensuite vous puissiez produire de la donnée, observer la nature et faire remonter ces données au parc.
Donc il y aura un travail ensuite d'agrégation de toutes ces données en 2023 et en 2024. Tout au long de la vie du projet, l'idée c'est de communiquer sur les animations qui vont avoir lieu, sur les sorties, et donc il y aura toute une communication autour des événements. On va vous présenter ça après, il y a plusieurs outils qui sont possibles. Et pour finir, la gouvernance du projet, il y a différents comités techniques, il y en a 5 au total. Il y en a eu un donc en octobre 2022 et le prochain est prévu là au mois de mars 2023. Je m'arrête là pour cette partie. Je sais pas, est-ce que vous pouvez poser des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas, pas de souci. Je vais laisser la parole à Loïc qui va vous présenter un peu plus en détail le programme d'animation. Bonsoir à tous. Alors, vous l'aurez compris, les ABC c'est quand même très axé technique et scientifique. Néanmoins, le rôle de ces ABC c'est de vous faire prendre connaissance de toute la biodiversité qui vous entoure et pouvoir vous sensibiliser dessus. Donc pour ça, un programme d'animation a été mis en place avec les différents partenaires qui interviennent lors des ABC. Vous avez ici les premiers rendez-vous, vous pouvez les trouver aussi sur la page centrale de vos flyers. Donc le premier rendez-vous qui est proposé sur la commune de Val-d'Éty, ça va être un ciné-débat sur les abeilles sauvages qui vous sera proposé le 26 février après-midi par l'association Autour de la Terre. Le 25 mars, l'ONF organise une sortie découverte de la forêt de Chalmecin pour vous présenter les différents modes de gestion qui sont pratiqués. En avril, le 18 avril, vous aurez une sortie à la découverte des oiseaux du bâti qui sera proposée par la LPO. Le CIN d'Auberive vous proposera une sortie sur le paysage le 22 avril. Le 6 mai, toujours le CIN d'Auberive vous proposera une sortie sur l'approche de l'écologie de la rivière. En juin, comme Julie l'a dit, une date importante à noter, la fête de la nature qui aura lieu le 10 juin. En juillet, un inventaire sur les chauves-souris sera fait le 8, organisé par l'association Les Naturalistes de Champagne-Ardenne. En août, les animations arriveront. Il faudra suivre les réseaux sociaux du parc et le site, tout sera communiqué dessus. Et enfin, en septembre, le Conservatoire botanique organisera une sortie botanique début septembre, le 2. En plus de ces animations, le parc se lance dans les séances participatives. Les séances participatives, ce sont des projets qui ont pour but d'intégrer le grand public dans des démarches scientifiques. Ce sont des programmes qui sont ouverts à tous, que vous soyez un enfant en bas âge ou une personne âgée, n'importe qui peut mettre la main à la pâte et participer. Le point fort de ces programmes, c'est que ce sont des enquêtes qui sont disponibles toute l'année sur des thèmes plus variés les uns que les autres. Nous, ce qui nous intéresse dans le cadre des ABC, c'est les enquêtes qui traitent de la biodiversité, et plus précisément toute la biodiversité, qu'on parle d'une pâquerette ou d'un chat sauvage, qu'on parle d'un lézard des souches, tout nous intéresse. Il y a différentes échelles pour ces enquêtes, c'est-à-dire que si l'enquête porte sur une espèce qui n'a pas un réel intérêt à l'échelle nationale, j'imagine par exemple la salamandre, on fera des enquêtes qui seront propres au parc. Si jamais l'espèce qui nous intéresse lors des ABC possède déjà des enquêtes à l'échelle nationale, je pense par exemple au hérisson qui possède déjà une enquête lancée par France Nature Environnement et d'autres lancées par la LPO, à ce moment-là, un relais national sera fait. Tout au long des 2 ans d'ABC, il y aura 2 enquêtes qui seront lancées en continu, Faune Champagne-Ardenne et les oiseaux du bâti. Faune Champagne-Ardenne, c'est une plateforme en ligne de saisie des données faune qui a été lancée par la LPO. Oiseaux du bâti, c'est encore une fois une enquête qui est lancée par la LPO, et comme son nom l'indique, elle va être portée sur les oiseaux qui vivent dans le bâti. Une ouverture sera faite aussi aux mammifères qui vivent à l'intérieur, que ce soit des chauves-souris ou des loirs par exemple. Pour ce qui est des méthodes de relevé, Oiseaux du bâti possède un formulaire en ligne qui sera disponible, qui a été créé par la LPO, qui sera mis en ligne sur le site du Parc National. Une fois que vous serez sur le site du parc, je vous présenterai plus tard comment y accéder.
Une fois que vous y serez, vous aurez toutes les méthodes qui sont possibles pour participer aux enquêtes. Pour Faune Champagne-Ardenne, il existe un outil de saisie de données qui est disponible sur le site internet. Le lien vous sera montré plus tard. Il existe aussi une méthode sur téléphone qui découle aussi de Faune Champagne-Ardenne qui s'appelle Naturalist. Petit aparté pour les personnes qui utilisent cette application sur toutes les plateformes iPhone ou iPad, il faut créer, on vous dit de prendre un abonnement pour pouvoir voir les données qui sont autour de vous, mais vous pouvez éviter de prendre cet abonnement en passant directement par la plateforme Faune Champagne-Ardenne pour avoir tout ça totalement gratuitement. En fonction des besoins de chacun, on pourra mettre en place un formulaire en version papier. Donc pour suivre l'actualité des sciences participatives et des animations, je vous invite à surveiller les réseaux sociaux et le site internet. C'est là-dessus que tout viendra s'ajouter au fil de l'année. Vous voyez ici le lien pour aller directement à la page dédiée aux atlas de la biodiversité communale sur le site du Parc national. Vous l'avez aussi sur la dernière page de votre flyer. Voici à quoi ressemble la page internet du parc. Pour accéder à la page des ABC, vous allez juste dans la rubrique des actions, ensuite des projets et enfin les atlas de la biodiversité communale. Voici à quoi ressemble la page internet dédiée aux ABC. Vous y trouverez ce que c'est qu'un ABC, ce que sont les sciences participatives. Vous aurez aussi le calendrier des ABC, des aides éventuelles à la détermination qui pourraient vous aider, et enfin les liens vers les enquêtes participatives. On vous a mis un formulaire, mais je pense que tout le monde ici l'a déjà rempli. Ça nous permet de savoir combien d'habitants sont venus ce soir, et ça nous permet aussi de vous tenir informés par mail des actualités des ABC. Vous avez aussi un portail qui regroupe toutes les sciences participatives autour de la biodiversité qui se passent en France si jamais vous avez envie de vous lancer dans d'autres projets que ceux proposés lors des ABC. Le lien est disponible aussi sur la dernière page des flyers. Voici le lien pour aller directement sur Faune Champagne-Ardenne. Vous l'avez encore une fois à l'arrière de vos flyers. Et enfin, un contact de Julie pour répondre à toutes les questions autour des ABC tout au long des 2 ans. Merci d'être présent ce soir et merci de participer. On vous attend nombreux. Et merci de m'avoir écouté, merci de nous avoir tous écoutés. Et avant de continuer avec la conférence pollinisateur présentée par Romaric, on va faire une petite pause et on reste à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup. Donc l'idée ce soir c'est en peu de temps, il faut que je organise à peu près une demi-heure. Donc je vais essayer de vous parler des pollinisateurs en une demi-heure, c'est pas facile, mais on va essayer de faire vite. Et puis ça introduit un peu, Loïc parlait du ciné-abeille le 26 février. Voilà, l'idée c'est d'un peu vous mettre l'eau à la bouche et de vous donner envie de revenir voir le film. Donc voilà, à la découverte des pollinisateurs du parc. Donc, je vais vous parler, avant de parler des pollinisateurs, je vais vous dire en 2 mots quelques explications sur la pollinisation. Gardez quelques choses importantes en tête. Donc, 80% des plantes à fleurs, qu'elles soient sauvages ou cultivées, dépendent de la pollinisation par les insectes. Donc 4 plantes sur 5, c'est pas négligeable. La pollinisation, un petit dessin pour vous expliquer l'intérêt de la pollinisation par les insectes, ça va notamment être la pollinisation croisée, donc le transfert du pollen d'une plante à une autre, ce qui permet aux espèces végétales notamment de s'adapter aux changements d'environnement qu'il peut y avoir. Donc c'est le brassage des gènes, sinon c'est on va dire de la consanguinité. Juste pour resituer l'intérêt de la pollinisation, c'est pas juste un truc qui fait plaisir à un naturaliste ou un passionné de bestioles. Ça a un vrai intérêt économique aussi.
Arboriculture fruitière, on n'est pas forcément très concerné ici, même s'il y a quand même des vergers, et donc il y a un intérêt pour ça. C'est aussi intéressant pour les cultures type colza, tournesol, le maraîchage évidemment, et puis des choses auxquelles on pense peut-être moins, c'est les cultures porte-graines aussi, c'est que toutes les graines qu'on sème, faut les produire aussi. Voilà, donc quelques exemples d'activités agricoles qui dépendent de la pollinisation, d'une bonne pollinisation. Une image, moi, qui me parle pas mal, que j'avais trouvée sur Internet. En gros, vous avez la plupart des espèces de plantes sont capables de s'auto-féconder, notamment les fraisiers, mais vous voyez, quand un fraisier s'auto-féconde, voilà ce que ça donne comme fraise. C'est pas forcément très vendeur ou très productif. Si on rajoute le brassage du pollen par le vent, on a des fraises un peu plus grosses, un peu mieux conformées. Et puis, quand les abeilles s'en mêlent, là, on a des vrais beaux fruits et gros fruits. Donc, voilà, je trouve ça assez causant comme image. Bon, une autre image qui traduit un peu la même chose, mais en fait, plus une fleur va être visitée par des pollinisateurs, et plus le fruit va être beau et gros. On a le même type, je ne rentre pas dans le détail, mais il y a le même type d'études, là c'est à l'échelle de parcelles maraîchères, qui montrent que les rendements sont plus importants, jusqu'à 24% de rendement en plus. Et plus récemment, en 2019, une étude qui a été faite sur les colzas, donc là c'est en France, l'étude précédente c'était sur plein de pays dans le monde, avec voilà, certains chiffres aussi parlants. Je ne rentre pas forcément dans le détail, parce qu'il faut que j'aille vite, mais voilà, c'est juste pour vous montrer un peu l'intérêt. Et puis je termine sur la pollinisation, donc par un petit chiffre, 35% de ce qu'on mange dépend de la pollinisation, soit en totalité, soit en grande partie, de la pollinisation animale. Il y a une image, pareil, que j'ai repris de collègues du Nord-Pas-de-Calais et de Belgique, c'est un programme à cheval sur les deux, où ils avaient fait toute une expo sur les pollinisateurs, et ils avaient fait ce montage photo là qui montre la tête de nos supermarchés, donc des rayons fruits et légumes, avec ou sans pollinisateur. Voilà, c'était très rapidement dit, je pense qu'on pourrait passer plusieurs heures sur la pollinisation, ce n'était pas l'idée de ce soir. Donc maintenant, les pollinisateurs, qui sont-ils? Je pense qu'on a tous plus ou moins des images de pollinisateurs, sans forcément connaître tous les insectes qui contribuent. Donc, je pense que la majeure partie d'entre vous pense tout de suite à l'abeille. L'abeille mellifère, je précise, donc l'abeille qu'on connaît bien dans les ruches, donc l'abeille mellifère, Apis mellifera, qui est une espèce à part entière, qui est domestiquée par l'homme et qui est élevée dans les ruches, mais qu'on peut retrouver aussi à l'état sauvage dans des arbres creux en forêt. Vous avez une image à droite, là c'est une photo qui a été prise sur le territoire ici. Mais alors, quand on parle de l'abeille mellifère, c'est vrai qu'elle cache un peu toute la diversité derrière. Les abeilles, et je mets dans les abeilles les bourdons également. Vous avez quelques images ici qui vous montrent une petite diversité. Donc vous voyez des formes et des couleurs différentes. Ce qu'il faut retenir, c'est que les abeilles, il y en a à peu près 1000 espèces en France. Donc c'est beaucoup plus que la seule abeille mellifère. 1000 espèces en France, je ne suis pas capable de vous dire combien sur le territoire ici, mais on peut imaginer qu'il y en a 500. Si on compare à d'autres groupes d'insectes, il y a peut-être 250, 300 espèces sur le territoire ici, d'espèces sauvages. Ça semble assez probable. Je vais vous donner quelques exemples de modes de vie. Alors, le film qui sera diffusé pendant le ciné-débat illustre bien les différents modes de vie des abeilles, c'est assez passionnant. Donc là, je vais essayer de vous donner un peu en brossant quelques grands modes de vie de ces abeilles sauvages. Donc s'il faut retenir, c'est la majorité, donc 80% des abeilles sauvages sont terricoles. Ça veut dire que
comme des lapins, en fait, elles vont faire des terriers dans le sol. Et là, donc, je vous ai mis une photo d'un talus. Alors, c'est pas ici, c'est dans Lyon, chez mes parents. Je ne sais pas si vous voyez tous les petits. Il y a des petits points noirs dans le milieu du talus. Tout ça, c'est des terriers d'abeilles. Et donc, j'ai pu en prendre en photo là. Vous avez sur la gauche là-bas, vous voyez une abeille avec plein de pollen collé aux pattes. Et donc ça, c'est une femelle qui revient au nid amener son chargement de pollen pour nourrir ses larves. Donc le principe, en fait, c'est que l'abeille va creuser un terrier, et dans les terriers, il va y avoir des petites chambres, on va dire. Donc c'est des terriers tout ramifiés avec des petites chambres. Et dans chaque chambre, en fait, l'abeille va pondre un œuf, et la larve va se développer dans le sol. Et avant de pondre l'œuf, l'abeille amène du pollen et du miel, enfin va remplir la cellule de pollen et de miel pour que l'œuf, quand il éclot, la larve puisse se nourrir et grandir. Donc en fait, le pollen, c'est tout l'apport protéiné pour que la larve puisse se développer. Voilà. Donc là, c'est l'halicte de la scabieuse qu'on reconnaît bien avec ses alternances de noir, on va dire de jaune, et puis un jaune plus clair, et puis une petite fente au bout de l'abdomen qui nous renseigne sur le genre. Après, il faut regarder, c'est assez pointu. Et ce qui était intéressant, c'est que j'ai passé une heure ou deux au pied du talus là, et au-delà de cette abeille-là, j'en ai vu d'autres. Là, je suis tombé sur deux autres abeilles. Donc c'est une abeille beaucoup plus petite. Donc on voit encore une femelle qui revient au nid. Et là, en fait, il y a deux abeilles qui se battaient, parce que ça, en fait, c'est une abeille parasite. Il y a pas mal sur les 1000 espèces d'abeilles, en fait, il y a peut-être une moitié d'espèces qui sont parasites, donc qui sont des abeilles coucou, qui vont profiter là, en fait, elle profite de ce que l'abeille ramène pour pondre ses larves à la place des abeilles coucou. Ça. Et donc là, il y avait un combat pendant quelques minutes entre l'abeille coucou qui avait squatté le terrier, et puis l'abeille, on va dire, qui retournait à son nid. Et je ne sais pas au bout du compte qui a gagné. Je ne suis pas resté jusqu'au bout. D'autres espèces terricoles, donc là on a la colette du lierre qu'on voit plutôt en fin de saison, qui butine le lierre comme son nom l'indique. Donc là c'est une observation que j'ai faite au ciel de la Coquille, donc, côté Côte d'Or dans le parc. Là je ne sais pas qui habite, mais c'est sur la commune, c'est une photo qui a été prise sur la réserve de Villemoron. Donc dans la petite com, quand on arrive, pour ceux qui connaissent, là, il y avait tout un secteur. On parle de bourgade quand en fait, il y a plein de nids qui sont collés. Mais ce que j'ai pas dit, c'est que la plupart des abeilles sauvages sont des abeilles solitaires. Contrairement à l'abeille mellifère, c'est une abeille sociale, donc il y a on a toute une population qui vit ensemble avec une reine, des ouvrières, etc. Là, les abeilles, la plupart des abeilles sauvages sont des abeilles solitaires, donc une femelle va s'occuper de sa progéniture, donc creuser le nid, pondre ses œufs, apporter la nourriture, et donc c'est elle qui s'occupe de tout. Et après, on a des espèces qui sont un peu intermédiaires, où ils partagent un même terrier, et donc il y en a qui surveillent, etc. Mais globalement, c'est plutôt solitaire. Voilà, donc là c'était le cas. Autre exemple, là on les voit plus facilement sur les petits aménagements qu'on peut faire au jardin, avec les fagots de tiges creuses ou les bûches percées. Donc là par exemple c'est des osmies, donc on a un mâle en haut et puis une femelle là, qui sort, qui vient d'emmener le pollen, et à l'intérieur ça ressemble à ça en fait. Dans la tige creuse, on a une alternance de petites chambres. Donc l'abeille va construire des petits murs en terre, que vous voyez ici, va déposer du pollen et du miel et pond l'œuf dedans. Et puis une fois que c'est fait, elle ferme la cellule avec de la terre et puis elle en empile tant qu'il y a de la place dans le tunnel. Et puis l'abeille se développe là-dedans.
Alors là, c'est le même principe, c'est une autre espèce, c'est une Hériade qui va aussi vivre dans ce type de logement, entre guillemets, mais là qui est une abeille résinière. Donc au lieu d'utiliser la terre, elle utilise de la résine. Donc elle mélange de la résine avec des petits graviers pour faire ces cloisons-là et puis pour fermer son nid. On a d'autres abeilles qu'on appelle des abeilles cotonnières, donc là c'est des anthidies. Je précise, toutes les photos qui sont présentées là sont des photos prises sont prises dans mon jardin, donc c'est sur le territoire. Donc les anthidies sont des abeilles cotonnières, donc là vous voyez qu'elle butine, et là elle vient récolter en fait des poils. Elle récolte des poils pour fabriquer son petit nid en fait, à l'intérieur duquel elle va pondre son œuf. Donc ce petit nid, elle peut le cacher dans un trou, dans un muret de pierre sèche par exemple, ou dans une tige, etc. Là on a les mégachilles, donc ça on reconnaît bien, notamment avec ces brosses de poils sur le vent. Donc ça c'est ce que j'ai pas dit aussi, c'est que l'abeille mellifère va récolter le pollen sur ses pattes arrière, donc il y a des sortes de corbeilles, c'est le tibia qui est élargi, et elle colle le pollen avec sa salive. Et donc vous voyez régulièrement les abeilles mellifères ou les bourdons avec des espèces de pelotes de pollen qui est collée. Là, cette abeille-là va récolter le pollen sur la brosse de poils qu'elle a sur le ventre. Et c'est un petit aparté, mais bien souvent, les abeilles sauvages vont être plus efficaces pour la pollinisation que les abeilles mellifères, parce que l'abeille mellifère, en fait, tout le pollen étant collé sur les pattes, il est peu mobile, en fait. Elle ramène quasiment tout à la hoche. Alors que la majorité des abeilles sauvages qui vont avoir des grains de pollen qui ne sont pas agglomérés, qui sont simplement collés sur les poils. En fait, je ne sais pas si vous avez fait gaffe à la première diapo, là où j'ai mis qui sont les pollinisateurs avec le point d'interrogation, il y avait plein de pollen qui étaient en suspension. Quand elles s'envolent, en fait, elle va balancer du pollen, il y en a qui tombent, donc ça pollinise beaucoup mieux. Donc ça, les mégachilles sont ce qu'on appelle les coupeuses de feuilles. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, on voit souvent ça sur les rosiers, des découpes circulaires dans la feuille. En fait, elle découpe des disques de feuilles et elle va se construire une petite cellule, une petite chambre pour ses larves en feuilles, comme un petit dé à coudre. Il y a les abeilles xylicoles aussi, donc, qui vont creuser le bois. Donc là, on a l'abeille charpentière. Vous avez certainement vu une grosse abeille qui fait la taille d'un frelon, toute noire avec les ailes un peu violettes. Et elle est capable de creuser le bois. Donc là, c'est dans une rame de mes haricots, une vieille rame un peu tendre. Elle a réussi à creuser un tunnel dedans, et donc elle va faire comme les osmies. Après, elle creuse son tunnel et elle va remplir. Donc elle utilise plutôt le bois mort. Bon, là, on a une photo de bourdons. Les bourdons sont des espèces sociales, comme l'abeille mellifère, donc il y a une reine et des ouvrières. Et là, voilà, les bourdons peuvent s'installer dans de la mousse, dans un muret de pierre sèche. Il y en a pas mal qui utilisent les terriers de râteau-pied aussi pour développer leur colonie. Et puis un dernier exemple, donc là c'est les abeilles hélicicoles, donc, qui utilisent en fait des coquilles d'escargot, hélicicoles comme hélix. Et donc une coquille d'escargot vide, c'est une chambre qui est toute faite. Et donc il y a des abeilles qui sont spécialisées là-dedans et qui vont aller pondre dans les coquilles d'escargot. Donc là c'est pareil, c'est une observation que j'ai faite dans mon jardin pendant le confinement. Alors la photo n'est pas super nette, mais voilà, je tombe sur une osmie comme ça, donc j'essaie de la suivre, voir qu'est-ce qu'elle faisait. Et en fait, je la vois qui était en train de mâchonner des feuilles. Moi, je découvrais un peu ce phénomène-là. Je trouvais un peu étrange qu'une abeille mange des feuilles. Et en fait, j'ai découvert en cherchant un peu dans les bouquins que c'est l'osmie bicolore, donc qui est hélicicole, qui fait une sorte de pâte végétale en mâchant des feuilles pour
justement faire l'écloison dans les coquilles d'escargot et puis tapisser la coquille pour la camoufler dans le paysage. Voilà, c'était quelques exemples en quelques mots, mais encore une fois, le film là du 26 février est vraiment bien fait et avec des images assez splendides sur la vie de ces abeilles. Je fais quand même, vu qu'on est dans le cadre de l'ABC, qu'on est sur Chalmecin et qu'on a pas mal de connaissances d'espèces dans le coin, je fais un petit zoom. Donc là, il y a encore le logo Réserve naturelle nationale de Chalmecin. Aujourd'hui, c'est cœur de parc. Mais à l'époque, on a fait une étude sur les abeilles entre 2015 et 2018. Et on a trouvé une centaine d'espèces d'abeilles différentes, rien que sur la réserve, donc sur 124 hectares. Donc on peut imaginer qu'à l'échelle du parc, il peut y en avoir potentiellement quand même beaucoup plus. Voilà, donc parmi cette centaine d'espèces d'abeilles, 14 espèces de bourdons. Donc là, moi, je découvrais un peu aussi. J'étais quand même assez étonné de pouvoir trouver une diversité comme ça. C'est vrai qu'on dit les bourdons en général. Se dire que sur un petit espace comme ça, on trouve 14 espèces de bourdons différents, c'est assez intéressant. Quitte à parler, c'est vrai que dans le cadre des ABC, comme disait Loïc, c'est une démarche scientifique, donc je dis deux mots sur comment on étudie les abeilles, justement, sur l'étude qu'on a menée sur la réserve. En fait, bon, ce qu'il faut retenir, c'est que les abeilles vont vivre une grande partie de l'année et que chaque espèce ne vit pas à la même période. Donc si on veut avoir une bonne vision des abeilles qui vivent sur un espace, en gros, il faut les étudier de mars à octobre et dans l'idéal, passer une fois par mois. Donc ça déjà, ça veut dire que c'est très lourd à mettre en œuvre. On va utiliser différentes techniques. Il y a deux techniques qui ont montré leur efficacité, c'est donc la chasse à vue. On se place devant un espace en fleurs, donc que ce soit de la fleur herbacée ou ici des fleurs d'arbustes, et puis on regarde ce qui butine, on les attrape et puis on les détermine après. Et puis il y a le système de piégeage par assiette colorée, donc là on met des assiettes, c'est des petites coupelles qui sont remplies de liquide. On en met une jaune, une bleue, une blanche, parce que chaque espèce ne va pas être forcément attirée par les mêmes couleurs. Et puis ça permet aussi d'attraper certaines espèces. Et derrière, alors c'est là le problème des abeilles, c'est que la plupart du temps on est obligé de les déterminer sous une loupe binoculaire, parce qu'il faut regarder tel petit poil, telle petite nervure à tel endroit. Donc ça veut dire que pour étudier les abeilles, il faut forcément, dans la plupart du temps, il faut les tuer et les épingler. C'est pas forcément très vendeur, mais voilà. C'est pour ça qu'on ne peut pas développer ce type d'inventaire partout, mais bon, ça permet quand même de faire avancer la science. Et puis ce qui est compliqué, c'est qu'il faut être assez pointu. Il y a quelques spécialistes, mais il n'y a pas assez de spécialistes pour pouvoir étudier les abeilles partout et de manière très fine. Donc c'est pas facile. Voilà, je fais vite, je suis désolé, parce que je pourrais parler toute la soirée de ça. N'hésitez pas à me poser des questions en cours de route. Donc, autre groupe important dans la pollinisation chez nous, ce sont les cirpes. Donc les cirpes, c'est des mouches, c'est une famille de mouches. Vous avez pareil quelques photos là, qui vous montrent un peu la diversité. On ne se rend pas forcément compte de la différence de taille, mais ça va aller de 5 mm jusqu'à 25 mm, avec des formes et des couleurs assez différentes. Là, je vais être moins long que sur les abeilles, je ne peux pas développer tout ce soir. Souvent, on entend parler des cirpes parce que là, il y a un certain nombre d'espèces qui sont aphidiphage. Donc aphidiphage, ça veut dire qu'ils mangent des pucerons. Aphidus, c'est le genre de pucerons. Donc c'est souvent comme ça qu'on les connaît. Il y a un certain nombre d'espèces qu'on considère comme des auxiliaires de culture. Un petit zoom sur Chalmecin, puisque c'est pareil, il y a une étude menée sur le Marais. Et donc 2015-2017, et pareil, il y a eu une centaine d'espèces de cirques différents
d'observer. Donc sur les 500 présentes en France, on en a une centaine présentes sur le marais de Chelmesson. Dont une belle ici, Calicera aurata, qui n'a pas de nom français, donc je vous donne le nom latin, c'est pas pour faire le malin, qui est une jolie espèce là, avec des antennes bien particulières qui ne ressemblent pas aux autres cirques, hein, et qui est une espèce qui est liée au bois mort. Donc la larve va décomposer le bois mort, donc a besoin de bois mort en forêt. Voilà. S'il n'y a pas de bois mort en forêt, cette espèce-là n'est pas présente. Et justement, nous sur la réserve, alors c'est pareil, je vais aller très vite, simplement dire que l'étude des cirques sur la réserve naturelle, ça n'avait pas un but d'étudier les pollinisateurs au départ, mais plutôt d'étudier un indicateur de l'état des forêts de la réserve, parce qu'il se trouve qu'il y a un certain nombre d'espèces justement qui sont liées aux vieilles forêts avec plein de bois morts, des micro-habitats, donc des petites cavités dans le bois, etc. Et donc l'étude des cirques peut permettre de suivre l'état de santé d'une forêt, enfin l'état de santé écologique d'une forêt. Donc là, par exemple, juste le type d'analyse qu'on peut faire, c'est que dans la lettrée, on constate que les stades surmatures, donc les stades où il y a les plus gros arbres, les plus vieux arbres, sont en moins bon état que les stades jeunes. Donc ça veut dire qu'on est sur une forêt encore relativement jeune et que, en gros, qui a besoin de vieillir pour accueillir toutes les espèces vraiment indicatrices de la bonne santé des forêts. Je fais très simple, presque caricatural, mais voilà, je vais en reparler après. Puis après, on peut aller plus finement sur certains micro-habitats. Voilà, là, il manque certaines espèces des cavités de tronc. Là, on voit que par rapport aux arbres morts, tombés, on a toutes les espèces qui sont liées à ces arbres-là. Par contre, il manque des espèces, des gros arbres morts debout. Enfin, voilà, le genre d'analyse qu'on peut faire, rien qu'en observant ces bestioles, ou en tout cas en constatant l'absence de certaines espèces par rapport à ce qu'on devrait trouver. Donc, c'était un petit exemple de ce qu'on peut faire aussi en étudiant ces espèces. Troisième groupe important parmi les pollinisateurs, ce sont les papillons. Donc là, pareil, quelques photos différentes. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que avant d'être papillon, le papillon est chenille, et que les chenilles vont se nourrir de certaines plantes, et certaines chenilles peuvent être plus difficiles que d'autres en termes de régime alimentaire. Donc, on va dire que la plupart des espèces de papillons vont être liées à une famille de plantes, voire à une espèce de plante particulière. Donc là, j'ai mis quelques exemples, avec par exemple le collier de corail qui va être lié au géranium et aux hélianthèmes, donc qui sont plutôt certaines familles de plantes. Le macaron, que vous connaissez probablement tous, là, un des plus gros papillons, qui lui est lié aux carottes, aux fenouils, enfin, les ombellifères en règle générale. Le pan du jour, donc le beau papillon là, que vous voyez pareil certainement dans vos jardins, qui lui est lié aux orties, uniquement aux orties, donc pas d'orties, pas de pan du jour, et il y a tout un tas d'espèces qui sont liées aux orties. Voilà, il y en a, je ne recite pas tous les exemples, il y en a qui sont liés aux oseilles, et d'autres aux graminées, bêtement à l'herbe. Voilà, il y a un certain nombre d'espèces qui sont liées aux graminées. Alors des graminées, il y en a partout. Après, il faut qu'il y ait... enfin voilà, si c'est broyé au mauvais moment, le papillon disparaît. Je passe très vite aussi sur les papillons. Juste, je reviens sur Valdetti. Alors là, c'est un groupe qui a été quand même pas mal étudié sur la commune, notamment à travers ces deux réserves. Et là, en gros, on a observé 96 espèces de papillons de jour sur la commune. Et je vous ai mis, juste pour se rendre compte un peu, c'est 92% des espèces observables dans le département. Donc c'est pareil, dans le département, c'est à peu près 104, 105 espèces observables. En gros, on a quasiment tout sur la commune. Donc quelques espèces emblématiques. Le damier du frêne, qui est là et qui est en plus gros ici. Donc là, qui est lié au frêne, comme son nom l'indique, donc plutôt un papillon forestier.
L'azuré des Mouillères, donc pour ceux qui sont déjà venus faire des sorties avec moi dans le marais de Chalmeux-Singe, j'en parle quasi à chaque fois. Donc un petit azuré, donc un petit papillon bleu qui est lié à la gentiane pneumonante, donc qui est la plante qui est derrière là. Lui, pour le coup, il est étroitement lié à la gentiane pneumonante, il ne se reproduit pas sur d'autres plantes. Et puis, chose pas commune sur le département, on a aussi son cousin, entre guillemets, de l'azuré de la Croisette, donc qui est, selon les auteurs, c'est une espèce ou une sous-espèce, donc les deux sont très proches. En tout cas, le papillon se ressemble comme deux gouttes d'eau, par contre, ils ne vivent pas sur la même plante. Donc l'azuré de la Croisette, lui, vit sur la gentiane croisette, pas la gentiane pneumonante, la gentiane croisette. Donc autant la gentiane pneumonante, c'est une plante des zones humides, la gentiane croisette, c'est une plante des pelouses sèches. Donc on a vraiment deux milieux différents. Et voilà, on se trouve sur une des rares communes de Haute-Marne où l'azuré de la Croisette est présent. Donc là, on va se retrouver, et pas un seul endroit. On a plusieurs stations d'azuré de la Croisette sur la commune. Donc c'est quand même quelque chose de notable. Et d'avoir les deux espèces, on va dire, très proches l'une de l'autre, c'est quasi pas le cas dans le reste du territoire. Donc c'est assez remarquable. Donc voilà, je vais essayer de passer plus vite. Donc ça, c'était vraiment les trois groupes où quasiment toutes les espèces de ces groupes-là, abeilles, cirques et papillons, quasiment tous les adultes vont butiner des fleurs, donc sont de bons pollinisateurs. En plus, c'est des insectes qui sont poilus, donc qui vont facilement ramasser le pollen et pouvoir le transporter d'une plante à l'autre. Après, il y a plein d'autres groupes, plein d'autres espèces qui peuvent polliniser, soit de manière très efficace, soit de manière accidentelle. Ne serait-ce qu'une guêpe qui va aller se poser sur une fleur, va pouvoir transporter du pollen sur une autre et contribuer à la pollinisation. De manière moins efficace parce qu'elle est beaucoup moins poilue qu'une abeille, mais voilà, ça peut y contribuer. Donc voilà, quelques exemples, ça peut être des coléoptères comme les cétoines, d'autres diptères, comme les bombilles, là, que vous voyez certainement dans vos jardins aussi. Enfin voilà, tout un tas d'autres espèces qui contribuent à la pollinisation. Bon, je ne parle pas des chauves-souris, dans certains pays, les chauves-souris sont pollinisatrices, ici c'est pas le cas. Malgré toute cette diversité, toute cette beauté, tout cet intérêt, que ce soit écologique ou économique, les abeilles ne se portent pas bien, mais ça je pense que je n'ai pas forcément besoin de vous le rappeler. Donc à partir de là, voilà, mon intervention peut prendre deux chemins. Soit je passe le reste de la soirée à vous expliquer pourquoi les espèces sont menacées, et après on va finir les bouteilles ensemble, on rentre chez nous déprimés. Soit ce que je préfère, c'est vous montrer en fait ce que nous, à nos différentes échelles, on peut faire pour essayer que la situation soit un peu meilleure et essayer d'améliorer les choses. Donc, ce qu'il faut retenir, je pense qu'il y a une chose où on doit fortement agir si on veut que la situation change, c'est intervenir sur les fleurs. En fait, il faut retenir que tous ces groupes-là, ils ont besoin d'une chose, c'est de fleurs. S'il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas d'abeilles, il n'y a pas de papillons, il n'y a pas de cirque. Les fleurs qui servent à différentes choses. Pour les abeilles, je précise, le nectar, donc quand vous voyez, pour tous ces insectes, le nectar, en fait, c'est une source d'énergie pour l'adulte. Le pollen qui est récolté par les abeilles, c'est une source de protéines pour les larves, donc c'est pas la même utilité. Et il y a bien ces deux productions. Donc voilà, une fois qu'on a dit qu'il faut des fleurs, je détaille un peu quand même. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut des fleurs toute l'année. C'est pas parce qu'on a un beau parterre de lavande qui va être... alors je dis pas que c'est pas bien la lavande. Il ne faut pas se contenter. Disons qu'un parterre de lavande qui va accueillir plein de bourdons et plein de papillons qui butinent, c'est intéressant, mais c'est pas suffisant. Je vous ai mis la période de vol de différentes espèces. En fait, il nous faut des fleurs toute l'année, parce qu'il y a certaines espèces qui vont sortir au printemps. Dès le mois de mars, l'andrène cendrée, elle a besoin de manger. En fait. Donc s'il n'y a pas de fleurs au mois de mars, l'andrène cendrée, elle ne survit pas.
Et la Colette du Lierre, elle, qui est une abeille plutôt de fin de saison, s'il n'y a pas de fleurs en fin d'été, début d'automne, c'est pareil, elle ne survit pas. Et puis l'abeille mellifère, elle a besoin de fleurs tout le temps. Qu'est-ce que je dis d'autre? On a plutôt préféré des plantes locales que des plantes exotiques, parce que les plantes, on va dire, de jardinerie sont des croisements pour faire la plus belle fleur possible et tout ça, mais c'est pas forcément des plantes qui vont permettre à certains papillons, par exemple, de se développer, qui vont pas forcément produire du nectar ou qui vont pas forcément avoir des fleurs accessibles pour que les insectes puissent aller se nourrir. Favoriser le maximum de diversité végétale, parce que comme vous l'avez vu, hein, pour les papillons par exemple, selon les espèces, c'est pas les mêmes besoins. J'en ai pas parlé, mais parmi les abeilles, toutes n'ont pas la même. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, peut-être sur des bourdons, où on voit la langue qui sort quand ils se nourrissent. En fait, la longueur de la langue ne va pas être la même selon les espèces. Vous avez des espèces à langue courte, d'autres à langue longue. Et donc, selon la longueur de la langue, vous ne pouvez pas pouvoir butiner les mêmes plantes. Vous avez déjà vu, hein, selon les plantes, une fleur de sauge ou une fleur de carotte n'est pas constituée de la même façon. Et donc, le nectar ne va pas être accessible de la même façon. Et donc, si on n'a pas cette diversité de plantes, forcément, on sélectionne certaines espèces. Et puis des fleurs en abondance, parce que vous ferez l'exercice au printemps, là, au cours de l'année si vous y pensez. Regardez autour de vous si vous trouvez des fleurs. En fait. Et bien souvent, dans plein d'espaces, vous avez beau regarder, la première fleur, elle est à 150 mètres et autour de vous, vous n'en avez pas. Quand vous dites qu'une abeille, la majorité des abeilles ne se déplacent pas au-delà de 100 à 300 mètres autour de son nid, en gros, voilà, si vous n'avez pas de fleurs dans un rayon de 300 mètres, l'abeille ne survit pas. Et vous imaginez l'abeille solitaire qui doit ramener du pollen au nid, si elle doit se faire 500 mètres aller, 500 mètres retour pour ramener une petite quantité de pollen et faire ça des dizaines de fois dans la journée, elle va réussir à pondre un œuf qui va être viable. Donc en termes de renouvellement de la population, c'est bien. Et donc je vais donner quelques exemples, on va dire selon qui vous êtes, ou selon quelle activité vous avez, quelques exemples de ce qui est possible de faire pour améliorer cette situation. Donc là je dis en tant qu'agriculteur, mais ça pourrait être en tant que particulier, implanter une haie, tout le monde peut le faire. Voilà, maintien et plantation de haies. Là on a la chance d'habiter dans un territoire où il y a une grosse diversité d'arbustes sauvages. Ça ne sert à rien d'aller acheter des arbres à papillons ou je ne sais quoi en pépinière. Il y a des arbres sauvages, des arbustes sauvages très divers. Hein. Donc là, vous avez quelques exemples, des saules, des cornouillers, des prunelliers, troènes, épines vinettes. Enfin voilà. Donc là, vous avez quelques exemples de fleurs. Donc déjà, c'est très joli. Et si on les replace sur un calendrier des floraisons, on voit que du saule marceau, cornouiller, donc dès le mois de février, début mars, jusqu'à fin juin avec le troène. Si on diversifie ça et on peut assurer déjà de la nourriture pendant quelques mois sans discontinuer. Donc ça c'est assez intéressant. On peut implanter des bourdons nervés par exemple en bord de culture. Quelques exemples sur le territoire ici. Ou voilà, sur 3, 4, 5, 6 mètres, une bande enherbée qui longe la forêt, par exemple, entre la culture et la forêt. Ça permet aussi d'avoir facilement, hein, il y a l'exemple, ce que vous faites le long du bois de Châteaulion, c'est celle-là, peut-être bien. Voilà, il suffit de tolérer qu'il y a une largeur d'engin qui n'est pas retourné chaque année, et ça suffit. Si on a ça qui se multiplie sur tout le territoire, on aura déjà fait un grand pas. Il y a un enjeu sur la gestion des bords de route. Là, vous avez un petit exemple, ça doit être une photo prise sur Aubry, ça.
Voilà, il se trouve, enfin, bon, là, il y a des travaux qui ont été initiés, notamment au niveau de la communauté de communes et puis le parc national pour essayer d'adapter les pratiques de fauche. Parce que sur un espace comme ça, il n'y a pas forcément besoin de passer 2 ou 3 largeurs de faucheuses. En termes de sécurité, c'est pas nécessaire. Et par contre, en termes d'impact sur les pollinisateurs, c'est énorme. Donc là, si on pouvait avoir des bords de route et des bords de chemin qui restent fleuris une bonne partie de l'année, c'est pareil, on aura fait un grand pas pour les pollinisateurs. Et ça fonctionne. Enfin, les quelques essais qui ont été faits à l'échelle de la communauté de communes, on arrive à avancer. C'est 200 km, c'est pas grand-chose sur les 4000 gérés par le département. C'est un peu moins facile avec le département, on va continuer. On y travaille. Enfin, le parc fait que ça bouge de ce côté-là. C'est un des intérêts aussi du parc là-dessus. Bon, là c'est pareil, j'ai mis gestionnaire d'espace vert, mais ça peut être chacun aussi dans son jardin. Ce qu'on appelle la gestion différenciée, en fait, l'idée c'est de se dire d'entretenir ces espaces verts différemment selon l'utilité qu'on va en avoir. Un espace où on passe régulièrement, un espace où je sais pas, on veut aller s'allonger pour faire la sieste, ou un espace où il y a les enfants qui jouent au foot, il y a certainement nécessité de tondre toutes les semaines ou tous les 15 jours. D'autres espaces qu'on utilise moins, peut-être qu'on peut tolérer de faucher un peu moins. Et voilà, ça peut donner ce genre d'aspect avec des espaces très entretenus, d'autres qui vont être fauchés 3-4 fois dans l'année, et puis d'autres qui sont fauchés qu'une fois dans l'année. Et avec ce mélange-là, ça permet d'avoir des floraisons qui sont étalées sur la saison et de multiplier l'intérêt pour les pollinisateurs. Ça peut être aussi, si on plante, des plantations d'arbustes ou des plantations d'agréments dans les villages, choisir des plantes mellifères. Donc là, il y a plein d'espèces possibles, plutôt que du cotonéaster ou des tuyas, par exemple. Il y a plein d'alternatives. Les forestiers peuvent jouer aussi leur rôle. Là, j'ai mis quelques arbres qui fleurissent. Maintenir une diversité d'essences en forêt, notamment toutes les plantes un peu pionnières. Là, on a une photo de saule. Contribue aussi à la quantité de fleurs sur un arbre, c'est des milliers de fleurs. Donc le maintien de ce genre d'essence est assez essentiel en forêt. Et puis le maintien de forêt, on va dire, naturelle, de forêt ancienne, permet d'avoir aussi des sous-bois très fleuris au printemps et pareil des espaces super intéressants pour les pollinisateurs. Et puis chacun de nous dans son jardin en fait a un rôle à jouer également en tolérant un peu de place pour ces bestioles. Bon là je m'arrête là, j'ai déjà fait une conférence là-dessus pour illustrer avec ce qu'on fait dans mon jardin et donc tous les résultats qu'on a pu obtenir. Donc je ne vais pas vous la faire ce soir, c'est trop long. Par contre, je l'avais faite pour le parc naturel régional de la forêt d'Orient. Il l'avait enregistré, c'était l'époque du Covid, donc c'était à distance. Donc vous pouvez la voir sur Internet, elle est encore en ligne si ça vous intéresse. Voilà, et puis je vais terminer. Simplement, moi je suis persuadé qu'on peut encore changer les choses. Il faut juste prendre les choses en main et puis agir. On peut se dire que c'est pas parce qu'on fait ça dans notre petit jardin que ça va avoir un impact. Moi, plus ça va, plus je pense le contraire. J'ai essayé d'illustrer là sur ce petit montage photo. Là, j'ai fait un cercle de 300 mètres autour d'un jardin lambda. Donc voilà, vous dites que vous agissez là pour les abeilles, vous allez pouvoir avoir un champ d'intervention qui va bénéficier à ce cercle-là.
Et je me dis que si on est plusieurs dans son jardin à agir, que si sur les bords de route ici, on fait un effort, si dans la forêt là, on fait attention, etc., bah, tous ces petits cercles vont se rejoindre et au bout du compte, on se retrouve sur un territoire qui est vachement plus favorable aux pollinisateurs et il y a une petite chance pour que ça aille un peu mieux. Voilà. Et voilà, j'ai réussi à tenir une demi-heure. Sans problème.